bonjour à ceux qui nous ont déjà rejoints du coup. Merci d'être présents pour cet atelier. Du coup, moi je suis Gaëlle Vandeput, je suis chargée de logistique pour l'APCC et aussi pour l'ESVC. Donc l'APCC, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et l'ESVC, le sommet virtuel du climat, qui a commencé le 3 décembre, non, pardon, le 22 novembre, lundi, et qui se termine le 3 décembre du coup. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier qui porte sur l'accompagnement des TPE et des PME à la sobriété carbone. Et c'est un atelier qui va être animé par Olivier Ponsimol et Régis Janvier de Carbone Éthique. Bonjour à Donc, tous. Pardon, à toutes et à tous. on est ensemble pour 1 heure du coup, de midi à 13h. Mais avant de commencer, quelques mots sur l'événement, notamment sur sa mission. Simplement vous redire que la mission du SVC, c'est de permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, sur le programme, vous avez dû le voir, on a pas mal de webconf et d'ateliers, une cinquantaine, et toutes tentent de répondre aux 2 questions que vous voyez actuellement s'afficher à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller faire le tour du programme si des choses vous semblent utiles pour vous inscrire aux webconf ou aux ateliers qui vous plaisent. Donc, cet événement est initié et coordonné par l'APCC et également coporté par l'ADEME, par l'ABC, donc l'association Bilan Carbone, et la fédération Sinov. Et on tenait à prendre un temps pendant ces petites intros à chaque webconférence et atelier pour remercier nos sponsors et toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le début, notamment depuis la première édition en 2019. Donc pour tous nos soutiens, vous voyez les logos de nos sponsors pour cette édition 2021. Donc, sachez que toutes les webconf et tous les ateliers de l'événement sont gratuits. On souhaitait faire un événement accessible à toutes et tous. Si vous souhaitez, vous, nous soutenir, vous pouvez contribuer à la pérennité de cet événement en nous faisant un don. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien vers les dons, si vous souhaitez en faire un. Je retrouve ma fenêtre. Voilà, elle est là. C'est dans le chat. Pour les aspects logistiques de cette webconf, simplement quelques points à noter. Sachez que vous pouvez poser toutes vos questions dans la petite boîte questions-réponses sur Zoom et de l'autre côté, vous pouvez faire vos commentaires et vos remarques dans l'onglet discussion. Donc, merci de bien discerner ces 2 boîtes pour permettre à nos 2 intervenants de gérer au mieux vos questions depuis l'onglet questions-réponses seulement et de lire vos remarques, vos commentaires dans le chat, dans l'onglet discussion. Sachez que les slides et le replay de cet atelier seront disponibles dès que possible, au plus tard courant décembre. Vous recevrez un mail dans votre boîte puisque vous êtes inscrit à cet événement. Donc, vous recevrez un mail dès la publication du replay et vous pourrez le partager autour de vous si vous le souhaitez. Les replays seront accessibles par toutes et tous depuis le site du SVC, même pour les personnes qui ne sont pas inscrites. Donc voilà pour les précisions techniques. Dernière chose, pour ce qui est des questions, s'il arrive que toutes les questions ne sont pas traitées pendant cette session, vous pourrez recontacter Régis ou Olivier via leur page intervenant sur le site du Sommet virtuel du climat. Ils ont un module de prise de rendez-vous qui vous permet donc de bloquer un créneau avec eux si vous voulez échanger plus amplement et de vive voix. Sinon, vous pourrez aussi les recontacter par mail. Vous aurez leur mail dans le mail qu'on vous envoie juste après l'atelier. Vous aurez les mails de Régis et Olivier. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Donc, je vous passe la main, c'est à vous, Olivier et Régis. Merci beaucoup, Gaëlle. Hop. Régis. Donc, ouais, merci. Donc, du coup, je vais prendre la main pour partager donc, mon écran. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue. Donc effectivement, nous allons voir comment donc de notre côté nous accompagnons les entreprises et leur communauté humaine en fait, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui travaillent et gravitent autour de l'entreprise vers la sobriété carbone. Alors, rapidement, donc, qui sommes-nous? Eh bien, donc, Carbone Éthique est une association qui, depuis le mois de mai de cette année, regroupe d'un côté des experts de l'accompagnement vers le bilan carbone et les stratégies bas carbone et des entreprises engagées dans cette démarche. L'intérêt, c'est d'avoir à la fois le regard d'experts d'un côté et le regard de dirigeants d'entreprise de l'autre qui permettent de prendre en compte
les différents enjeux. L'objectif, c'est de transformer les entreprises pour un horizon 2030 qui soit compatible avec les trajectoires de l'accord de Paris. Et puis, la démarche, eh bien, tout simplement, nous accompagnons les entreprises via, d'une part, de l'ingénierie, c'est-à-dire du calcul de bilan carbone, de la réalisation de plans d'action et de la réflexion sur la vision de l'entreprise et sur la stratégie d'entreprise. Nous réalisons de la formation parce qu'apporter de la compétence dans les entreprises, c'est une nécessité si l'on veut s'engager dans ces démarches de sobriété carbone. Et enfin, donc, nous développons actuellement un projet de certification qui sera disponible début 2022, qui vise en fait à tout simplement apporter une reconnaissance aux entreprises qui mettent en œuvre des plans d'action de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais comme vous allez le voir dans la présentation, des éléments plus complets de sobriété commerciale, de rétribution décarbonée, et également, on travaille aussi sur ce qu'on appelle l'utilité carbone. On va rentrer dans le détail tout de suite. Alors, je vais passer la parole à Olivier qui va nous faire un petit peu un état des lieux du climat et du lien avec nos entreprises. Tout à fait, Régis. Alors, avant de poser toutes les bases de cette transition vers plus largement en fait une société bas carbone, il est important de refaire un petit peu la ligne de base de connaissances sur les enjeux climat, qui ont été donnés dans les détails par Valérie Masson-Delmotte en ouverture de ce sommet virtuel du climat, mais on va revenir sur quelques chiffres qui concernent plus spécifiquement les Français. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Ouais. Alors, donc, où en sommes-nous? Comme le disait Valérie Masson-Delmotte, l'état de connaissance au niveau planétaire sur le changement climatique, ce sont les rapports du GIEC et notamment l'Assessment Report numéro 6, partie 1, qui est sorti au mois d'août de cette année et qui a l'affirmation la plus claire jamais donnée depuis la création du GIEC, qui est que, sans équivoque, l'activité humaine change le climat, l'activité humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et puis les terres. Et dans cet Assessment Report, de nouvelles estimations des budgets carbone ont été données. Donc, ces budgets carbone, ce sont les quantités, en l'occurrence uniquement de CO2, qui restent à émettre jusqu'à ce qu'on dépasse en fait la limite d'un changement climatique de 1,5 degré ou 2 degrés. Donc, ces budgets sont de 400 et de 1150 gigatonnes de CO2 émis. Et si on reporte ces émissions dans le temps, jusqu'à arriver à une certaine neutralité, donc neutralité qui est de l'ordre de 2070 à 2080 pour le scénario 2 degrés, et puis qui est beaucoup plus tôt pour le scénario 1,5 degré, puisque l'ordre de grandeur pour la neutralité est autour de 2050, eh bien, ça nous donne un rythme de diminution nécessaire de nos émissions qu'on peut retraduire ensuite en émissions de CO2 total, de gaz à effet de serre total. Donc, si on veut se tenir à un scénario à 2 degrés, eh bien, il faut avoir un rythme de diminution qui est de l'ordre de 3% par an, 2,5 à 3% par an, ce qui, soit dit en passant, est plus rapide que le rythme actuel de la stratégie nationale bas carbone française, mais on va en reparler. Et si on veut tenir le budget de 1,5 degré, là, c'est carrément une diminution de plus de 8% de nos émissions de gaz à effet de serre par an. Et donc, si on se replace à 2030, cela nous donne une empreinte carbone moyenne des habitants de la Terre qui doit se placer quelque part entre 3 et 5 tonnes de CO2 équivalent. Donc là, on parle vraiment de toutes les émissions de gaz à effet de serre, donc entre 3 et 5 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant.
L'empreinte aujourd'hui en 2021, avec des recalculs qui ont été faits très récemment là, au mois d'octobre, est de l'ordre de 10 tonnes de CO2 équivalent pour chaque Français cette fois-ci, avec 9 tonnes qui sont comptées directement, et puis ensuite il y a des effets de type transports internationaux, etc. qui s'ajoutent, donc une moyenne qui est de l'ordre de 10 tonnes. Dans ces 10 tonnes, rien que les services publics pèsent à peu près 1,5 tonne. Et pour tenir l'objectif 2030 de l'accord de Paris, eh bien, on doit limiter le changement climatique bien en dessous de 2 degrés, donc on doit se trouver quelque part entre 3 et 5 tonnes. Et ça correspond en fait avec l'engagement européen Fit for 55 qui vise à diminuer en fait les émissions de gaz à effet de serre émises en Europe de 55%, et l'engagement, donc la stratégie nationale bas carbone française qui vise à diminuer les émissions de 45%. Donc on est en ordre de grandeur sur une division par 2 au minimum de notre empreinte d'ici 2030. Alors, une société où on serait à 3 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant, donc le scénario bas, le scénario qui correspond à un avenir climatique à 1,5 degré, eh bien, nos confrères et membres de la PCC BL Evolution ont fait un rapport en 2019 qui explicitait exactement ce que ça voulait dire. Cela signifie, en termes d'habitat individuel, donc maison et puis immeuble, une rénovation qui amène à une division par 3 des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur résidentiel. Dans les transports, c'est une division par 3,5. L'agriculture doit avoir des émissions qui sont divisées par au moins 2, et tout un ensemble d'actions en termes d'énergie, de vols internationaux, etc. Mais bon, tout ça, ce sont des divisions d'empreintes, divisions d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien, concrètement, donc 3 tonnes, je vais passer l'exemple, on va présenter directement ce que ça représente, 5 tonnes de gaz à effet de serre par an pour un Français. Ça veut dire déjà qu'on ne peut pas rester à 1,5 tonnes de CO2 pour les services publics, il faut que ça diminue un petit peu et que ça diminue progressivement dans le temps. Et si on enlève 1,3 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant sur les services publics, le reste, c'est tout simplement 10 kg de CO2 émis par jour et par habitant. Alors, 10 kg de CO2 par jour et par habitant, ça veut dire par exemple, dans la semaine, un repas à base de bœuf, 4 repas à base de viande de type volaille, et puis tout le reste qui sont des repas végétariens, inclus le petit déjeuner. Ça, pour toute l'année, pour un Français, c'est 2 kg de CO2 équivalent. Et puis un petit peu de mobilité, parce qu'il va bien falloir continuer à se déplacer pour aller au travail. Eh bien, sur un véhicule qui est déjà amorti, donc qui a de l'ordre de 10 ans, ou sur un véhicule électrique neuf qu'il faut amortir, justement, donc il a un certain poids pour amortir son achat, eh bien, c'est à peu près 20 km aller-retour. Alors ça pose déjà un problème parce que la distance moyenne domicile-travail en France, c'est une source qui est donnée par le CERD, c'est de 25 km aller. Donc là, 4 kg de CO2 par jour et par habitant, c'est uniquement 20 km aller-retour. Donc déjà, diviser sa distance domicile-travail par 2. Et puis, dans un bâtiment assez typique en France, qui aurait une étiquette énergétique de type D, chauffé au gaz, c'est uniquement le chauffage de 30 mètres carrés pour une journée. Donc 4 kg de CO2 pour la journée. Et on est déjà à 10 tonnes. On est déjà à 10 tonnes. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, un aller-retour pour des vacances en République dominicaine, ce serait déjà 5,5 kg de CO2 par jour pendant toute une année. Donc, bien évidemment, il va falloir
penser une société complètement différemment si on veut tenir ces objectifs de réduction des gaz à effet de serre, tout simplement parce que ça représente une quantité d'émissions possibles dans l'année qui est réduite par rapport à aujourd'hui. Alors, quel est le lien avec mon entreprise? Et ça veut dire que la décarbonation va vraiment être un élément extrêmement important de la pérennité de l'activité. Tout simplement parce qu'il va y avoir une pression réglementaire. Elle est là, elle existe pour les entreprises de plus de 500 personnes et clairement, la direction qui est prise est que petit à petit, ces obligations réglementaires de quantifier les émissions de gaz à effet de serre dans les entreprises va aller vers les entreprises de taille plus restreinte. Ça va être aussi une pression venue soit des clients, puisqu'en fait, vous pouvez être, par exemple, fournisseur d'une entreprise qui est soumise à l'obligation de quantifier ses émissions de gaz à effet de serre, et à partir du mois de juillet prochain, vos émissions à vous seront comptées dans le bilan de ces entreprises qui doivent faire leur bilan réglementaire. Et puis, tout simplement, la pression sociale, c'est-à-dire que vos clients finaux, la population française, peut mettre de plus en plus la pression vers des objets et des services de moins en moins carbonés. Et puis, peut-être que vous avez assisté à la conférence de ce matin donnée par le Cercle des jeunes dirigeants qui montrait qu'au sein du CJD, la moitié des dirigeants d'entreprise ont pris conscience que c'était un élément de pérennité, tout simplement parce qu'un monde dans lequel le changement climatique dériverait de manière incontrôlée est un monde où l'activité économique s'arrête du fait de tous les événements qui pourraient se passer, soit directement au sein de l'entreprise, soit dans la chaîne d'approvisionnement, notamment la chaîne logistique. Le problème, c'est que garder la pérennité de l'activité économique, l'activité, c'est de la dépense d'énergie, et donc ce sont des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il va bien falloir réfléchir en termes de sobriété, soit sobriété de nos vies, c'est-à-dire envisager en fait une diminution de la quantité d'activité par habitant, soit de nos technologies, en ayant des activités qui sont la moins dépensière possible en énergie et que cette énergie soit la moins carbonée possible. Et on aura bien besoin de ces deux piliers de sobriété dans nos vies et dans nos technologies pour faire face à une diminution en moins de 10 ans d'un facteur 2 de nos émissions de gaz à effet de serre et pour aller vers l'objectif de 2050 qui serait de diviser par environ 4 ou 5 pour une activité typique en France. Et donc, cela va amener une double contrainte sur les entreprises qui va être en termes de consommateur final, quels seront ses choix s'il commence à surveiller sérieusement son empreinte carbone annuelle. Est-ce qu'il va accepter de faire un voyage en avion par an et de manger effectivement que des pâtes tout le reste de l'année? Et puis, même entre entreprises, que va devenir en fait la consommation des entreprises si elles intègrent dans leur compte une contrainte ou une taxation carbone? Et donc, typiquement, des questions vont se poser du type le café sera-t-il toujours en capsule? À quoi ressembleront les véhicules de fonction, qui est souvent une question dans les entreprises de taille plus petite qui amène beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, est-ce qu'on continuera à faire des séminaires ou des team building avec toute une partie de l'entreprise qui prend l'avion sous les cocotiers? Rien n'est moins sûr. Et donc, la question que l'on propose de traiter en fait, au sein de Carbonatique et de nos accompagnements est celle-ci. Il y a vraiment une question profonde de stratégie de l'entreprise qui est de se poser la question, dans un monde qui respecterait l'accord de Paris et où tous les citoyens limiteraient leur consommation à 5 tonnes dans un premier temps, puis 3 tonnes, puis 2 tonnes de CO2 équivalent par an, est-ce que les clients de mon entreprise continuent à acheter mes produits ou mes services?
C'est exactement cet enjeu qu'il convient de traiter. Et donc, accepter de diviser collectivement notre empreinte par 2 en 10 ans, ça veut implicitement dire qu'on accepte l'idée d'un certain quota mondial qui est à partager. Soit on accepte de le partager, soit on prend la part d'autres. Donc, si on ne respecte pas ce quota, en fait, c'est qu'on prend les émissions d'autres pays, soit on décide en toute conscience de dépasser les limites planétaires, mais on accepte aussi de mettre en danger la pérennité de son entreprise, puisque si on dépasse les limites planétaires, à un moment ou à un autre, cela va se ressentir sur l'activité de l'entreprise. On met en danger la pérennité de l'entreprise. Et donc, Régis, tu vas nous expliquer comment agir. Ouais, donc je reprends le partage d'écran. Voilà. Alors, effectivement, sur le comment agir, bon, d'abord, commençons par un peu la démarche classique en fait, qu'on retrouve dans les entreprises quand on est dans une démarche de bilan carbone. Eh bien, on va mesurer, définir des plans d'action, mettre en œuvre, et puis on fait la boucle du progrès permanent, puisque on remesure, on refait des plans d'action, on met en œuvre. Dans une démarche qui est impactante, on va d'abord commencer par comprendre les enjeux, quel est le contexte mondial, quel est l'impact carbone de l'entreprise. Donc là, l'état du monde, la mesure de l'entreprise. Et puis, on va, à partir de là, repenser la place de l'entreprise dans le monde, changer de vision, agir en conséquence et bifurquer si besoin. Alors, la différence entre les deux méthodes, en fait, c'est l'intention. Et l'intention, c'est celle-là, quoi. Êtes-vous prêt à remettre en cause votre business model? Bifurquer, c'est ça. Alors, donc, les actions dans l'entreprise, d'abord, le changement climatique, c'est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, c'est le changement du système climatique et ce sont des impacts en fait sur les écosystèmes et la société. Transformer l'entreprise, c'est d'abord de l'atténuation pour réduire en fait les émissions. Et ça, évidemment, c'est la première chose à faire parce que de toute manière, si nous n'atténuons pas, le reste ne se passera pas. Enfin, ça sera la catastrophe. Et la deuxième chose à faire, c'est s'adapter en fait au changement. C'est-à-dire que l'accompagnement des entreprises doit aussi prendre en compte par exemple, dans le domaine de l'alimentation, le fait que l'agriculture va forcément devoir changer face au changement climatique et donc un certain nombre de matières que l'on consomme aujourd'hui ne seront peut-être pas disponibles dans les mêmes quantités demain qu'aujourd'hui. Et ainsi que pour beaucoup de ressources naturelles qui sont dépendantes en fait des écosystèmes et donc du climat. Alors, faire le bilan de ces émissions de gaz à effet de serre, c'est donc un point de référence qui permet d'avoir une base pour anticiper le futur. Donc, avec évidemment les effets d'un côté du prix des hydrocarbures qu'on voit déjà monter, la taxe carbone qu'on peut imaginer arriver, notamment dans le cadre européen du Fit for 55. Et donc, l'intérêt, c'est effectivement, c'est pas seulement de faire le calcul sur le bilan carbone, c'est anticiper l'avenir de son entreprise et donc transformer l'entreprise pour qu'elle vive dans le monde de demain. Les étapes derrière, eh bien, deuxième étape, c'est pas une étape 2 et 3, mais une étape 2A et 2B. 2A, c'est agir dès que prêt. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir établi un plan stratégique très complexe pour savoir qu'il faut agir dès maintenant. Là, on prend l'exemple de la chaudière fuel. Évidemment, il faut, quand vous avez mis en évidence un truc comme ça dans votre bilan carbone, oui, il faut changer la chaudière et ce n'est pas la peine d'attendre. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Il y a des choses qui se mettent en place immédiatement. Et puis, il y en a d'autres qui nécessitent d'avoir une vision du marché à 10 ans. Et effectivement, quand on est… Je prends un exemple là, tour de séchage de poudre de lait. Consommera-t-on encore autant de produits laitiers dans 10 ans qu'aujourd'hui? Cette question-là, effectivement, c'est un préalable de se la poser avant d'investir dans un nouvel équipement industriel de ce type. Donc, en fait,
L'idée, c'est effectivement de penser le futur. Penser le futur, donc en même temps qu'on agit, on pense le futur. Et donc, la vision de l'entreprise dans le monde de demain, c'est de prendre en compte les enjeux climatiques dans sa stratégie, réduire ses impacts, s'adapter. Et effectivement, cette stratégie de l'entreprise pour le monde de demain, il ne faut pas la penser avec les modèles d'hier, il faut la penser en prenant en compte réellement les enjeux climatiques qui vont modeler, que l'on le veuille ou non, le monde de demain. Petit rappel sur ce qu'est une stratégie, c'est l'ensemble des actions coordonnées et des opérations habiles en vue d'atteindre un but précis. Donc, la stratégie, c'est les moyens qu'on met en œuvre pour atteindre un but. Donc, la question, ce n'est pas la question de la stratégie qui nous est posée, mais c'est la question des buts réellement poursuivis. Et à cela, il y a quand même deux réalités à poser. Premièrement, les buts d'une entreprise sont multiples, c'est-à-dire qu'ils sont définis par les attentes des parties prenantes des entreprises et les parties prenantes, d'un côté des actionnaires, de l'autre des salariés, des fournisseurs, des clients. Ce ne sont pas les mêmes intérêts qui sont en jeu de part et d'autre. Et donc, effectivement, la deuxième réalité, c'est que les buts sont divers et peuvent être parfois divergents. Dans les parties prenantes qui poursuivent leur but, eh bien, il y a notamment d'un côté ceux qui payent, les clients, qui ont des attentes et qui demain auront peut-être l'attente d'avoir des produits bas carbone. Et puis, il y a les attentes des salariés, des actionnaires qui, entre guillemets, ce sont ceux qui font tourner l'entreprise ou qui vivent de l'entreprise et qui auront évidemment des objectifs qui peuvent être différents des objectifs des clients. Les attentes sont évidemment en mouvement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aspect gain immédiat est privilégié à la sécurité et la pérennité. Demain, la sécurité et la pérennité vont évidemment prendre du poids face à ces différents enjeux. Et donc, c'est comment penser la rétribution, par exemple, dans un monde où l'on consomme moins. L'équité dans l'entreprise est-elle un levier de résilience? Et les entreprises ont-elles la responsabilité de réinvestir leurs bénéfices dans la décarbonation? C'est-à-dire que prendre en compte cette notion de sécurité et de pérennité, ça entraîne ces trois questions-là. Alors, avec des constantes, c'est que dans le monde d'hier, pas d'entreprise sans client. Et évidemment, dans le monde de demain, pas d'entreprise sans client. Et pas de clients sans besoin à satisfaire. Et ce volume de besoins, il sera limité demain par, mais d'ailleurs c'est déjà le cas aujourd'hui, par la disponibilité des ressources, par les contraintes réglementaires et également, évidemment, par les habitudes de consommation. Et tout ça étant évidemment en évolution. Voilà. Alors, pour répondre à ces questions au niveau de Carbonétique, nous avons établi 5 piliers. Et là, je repasse la main à Olivier qui va vous les présenter. Olivier. Alors, oui, normalement, tu devais garder la main, mais ce n'est pas grave. Ah, bah écoute, je peux la reprendre. Non, ce n'est pas un souci. Hop, donc, effectivement, les 5 piliers de réflexion proposés dans Carbonétique, les deux premiers sont ceux auxquels on pense le plus rapidement, qui sont le ratio utilité carbone et l'efficience. Est-ce que les émissions de gaz à effet de serre que j'ai correspondent à un besoin qui est vraiment absolument prioritaire et qui justifie qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre pour cela, et puis quand même en le faisant de la manière la plus efficiente possible, c'est-à-dire de limiter tout ce qui est possible. Mais comme le disait Régis, on ne peut pas réfléchir la sobriété sans aller voir plus loin et des domaines notamment qui touchent à la sobriété des pratiques commerciales et de réfléchir dans l'entreprise à la décarbonation de la rétribution et à une répartition des efforts de manière équitable et partagée. Alors, Régis va vous présenter en fait 3 exemples d'entreprises qui sont déjà membres de Carbonétique et qui ont engagé une certaine série d'actions basées sur cette réflexion qui leur permet de décarboner une partie de leurs services. Oui.
Alors, effectivement, donc trois exemples d'entreprises qui sont membres de l'association et trois actions différentes. On va détailler après les exemples, on rentrera dans les aspects mis en application de ces leviers. Enfin, donc voilà, un premier exemple, c'est une entreprise qui, après réalisation d'un bilan carbone et puis donc d'une analyse de la chaîne de valeur qui allait avec, qui est donc Dalmar Marine, en fait, qui est dans le vêtement marin, production de caban. Eh bien, ils ont décidé en fait de mettre en œuvre une offre de réparation et de rénovation de cabans, de valorisation des cabans usagés en nouveaux objets, tout simplement parce que la matière première dans leur bilan carbone, qui est en fait du tissu pour fabriquer des cabans, c'est de la laine. Eh bien, en fait, la matière première pèse lourd dans leur bilan carbone. Et donc, ils ont dit, ben voilà, en fait, on a déjà des objets qui sont en circulation chez des clients. Ceux qui sont usagés ou qui sont un peu abîmés, on va les récupérer, on va faire des objets neufs avec et on va redévelopper une activité comme ça. Donc là, on verra tout à l'heure, on est sur un axe donc de sobriété commerciale parce qu'on fait de l'entretien et de la réparation d'objets. Donc, on apporte un service aux clients et on est sur un axe également d'efficience puisqu'en fait, on optimise la consommation de matières premières. Deuxième exemple, une entreprise qui est donc Civra, qui est une entreprise qui est dans l'installation d'équipements pour les entreprises agroalimentaires sur de la manutention de produits pulvérulents, par exemple de la farine ou du sucre. Eh bien, en fait, ils ont décidé de mettre en place, grâce à leur ERP et donc par l'injection de facteurs d'émission carbone dans leur ERP, en fait, d'afficher sur leur devis l'impact carbone de l'installation proposée aux clients et donc de pouvoir proposer aussi différentes solutions par rapport aux travaux qui sont proposés, qui seront plus ou moins carbonés. Et donc, derrière, c'est suivi par le calcul de l'impact carbone sur les chantiers. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un concept, encore une fois, de sobriété commerciale, où l'objectif, c'est d'être transparent sur les émissions carbone de la solution que l'on propose, d'informer les clients en amont pour les aider en fait à choisir. Et en même temps, ce faisant, ça fait aussi de la sensibilisation des clients. Voilà. Enfin, troisième exemple, eh bien, réduire son impact carbone, c'est aussi innover. C'est le cas avec l'entreprise BioX. Alors, BioX, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production de tests PCR. Et les tests PCR, dans une méthode classique, c'est transporté en fait à une température de moins 30 degrés, donc dans de la carboglace, c'est-à-dire de la neige carbonique qui est dans une boîte en polystyrène. Et donc, on a une énorme boîte en polystyrène pour transporter de tout petits tests qui sont distribués en fait dans toute l'Europe. Et on avait là-dessus un impact sur le transport qui était conséquent. Eh bien, en fait, on est là sur un volet efficience et également sobriété commerciale, puisqu'on va réduire les déchets chez le client. Alors, on a un petit témoignage que je vais vous mettre ici, un témoignage vidéo de BioX. Alors, dans le cadre de la retransmission, la qualité de la vidéo, des images n'est pas forcément très bonne, mais vous aurez en tout cas le témoignage sonore. Bonjour, nous sommes la société BioX Diagnostic, donc spécialisée en fabrication, en conception de diagnostics vétérinaires. Et nous travaillons avec l'aide de Carbonétique sur la mise en place de process qui seraient plus respectueux en matière d'émissions de carbone. Alors, on ne dit pas ça pour des raisons dogmatiques, on dit ça parce que nous sommes des gens pragmatiques. Et nous essayons justement de rendre à cette dimension éco-friendly une dimension très concrète. Je vais vous parler aujourd'hui de PCR. On est tous devenus des experts de PCR depuis le Covid. Il se trouve que BioX fabrique des tests PCR. Et alors, depuis le début, nous fabriquons ce genre de choses. Ce sont des tests, ici, sous aluminium, qui sont véhiculés sous carboglace. De sorte que, entre l'unité de production, l'unité de distribution et les clients, chaque kit comme celui-ci, sans réaction, se promène à travers l'Europe dans une boîte en polystyrène avec 5 kg de carboglace. L'idée a été de développer une nouvelle gamme qui est celle-ci, qui va voyager en boîte carton et qui a comme différence avec la précédente qu'elle est sous forme lyophilisée. Voilà, rien de plus compliqué que ça, ne serait-ce que le mettre sous forme lyophilisée.
Ce qui veut dire ne plus voyager sous carboglace, mais voyager à température ambiante. En termes de coût carbone, le gain pour un transport moyen intra-européen de 1000 km à peu près est de 87%. C'est-à-dire que nous gagnons, grosso modo sur une année, une vingtaine de tonnes d'émissions carbone, dont 8 tonnes simplement pour le simple fait que cette carboglace, elle va se sublimer et donc relarguer son équivalent en poids en CO2. Alors là, ça peut paraître modeste, 20 tonnes, mais c'est une contribution néanmoins concrète, significative et qui est sous notre contrôle, que nous pouvons mettre en œuvre très rapidement. Voilà ce que je voulais dire donc, pour témoigner d'un geste effectivement en direction d'une démarche plus respectueuse de l'environnement. Merci beaucoup. Voilà. Alors, juste une toute petite précision sur la vidéo. En fait, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre sont liées à la réduction du transport et effectivement à la production de la carboglace. Par contre, le CO2 qui est compris dans la carboglace, c'est du CO2 qui, de toute manière, aurait rejoint l'atmosphère. Donc, ce n'est pas celui-là qu'on a compté dans les réductions. Voilà. Je repasse pour le coup la main à Olivier pour cette fois-ci. C'est bon, Olivier ? Cette fois-ci, c'est bon. C'est bien à moi de parler. Et donc, on va revenir sur chacun de ces 5 piliers. Le premier étant un concept qui mérite un peu, voire même beaucoup d'explications, qui est l'utilité carbone. Et donc, pour passer dans l'entreprise de la raison d'être à l'utilité. En fait, on va de plus en plus avoir auprès de nos clients apporter quelque chose qui avant était apporter un bien ou un service, mais qui va dans les années qui viennent pouvoir se transformer tout simplement en utilité pour répondre à ce besoin. Leur utilité tout simplement parce que on pourra par exemple au lieu de posséder quelque chose, de le louer par exemple et d'aller vers une économie plutôt de la fonctionnalité que… Olivier, ton écran, je ne sais pas si tu dois partager pas le bon écran. Pourtant, j'avais partagé l'écran numéro 2. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Alors, les besoins dont nous parlons au niveau des clients peuvent être plus ou moins prioritaires. Disposer d'un toit pour dormir, c'est une priorité pour tous. Par contre, sous ce toit, de disposer d'une salle de ping-pong, ça l'est beaucoup moins. Et donc, il va y avoir une certaine hiérarchisation des besoins entre des besoins qui sont absolument prioritaires pour la survie même en fait des gens, des besoins qui sont plus de convenance et puis on va le voir, des besoins qui relèvent plus du luxe. Et le problème, c'est que les utilités qui permettent de répondre à ces besoins sont elles-mêmes plus ou moins carbonées. Et ce qui a pu être mis en lumière par Régis, c'est que si on fait l'inverse de la pyramide de Maslow en termes d'empreinte carbone, on se rend compte que les dépenses en carbone au niveau des Français pour ce qui est vraiment des… sécuriser les besoins physiologiques représente une petite partie de l'empreinte carbone des Français, alors que les besoins qui sont plus de l'ordre du luxe ou de la convenance, de positionnement, de hiérarchie sociale et d'accomplissement représentent une énorme partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque ces parties-là vont pouvoir diminuer, alors que si on avait 60 ou 70% de notre empreinte carbone qui était sur la pérennité physiologique de nos vies, on serait bien embêté pour diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 2 ou par 4. Décidément, j'ai un petit problème de passage de slide. Donc, quelques exemples pour définir ce qui va être ces besoins de luxe et qu'on va commencer à définir comme étant des besoins de carboluxe. Eh bien, ça va être de placer en fait différentes activités en fonction de leur intensité carbone
et puis de savoir si ils répondent à des besoins qui sont… Alors, on a beaucoup utilisé le terme essentiel et non essentiel, donc on a volontairement voulu sortir de ce vocable-là, mais vraiment de besoins qui sont prioritaires, c'est-à-dire que c'est une nécessité absolue, et puis des besoins de convenance dont l'accessibilité en fait va dépendre des revenus. Si on prend par exemple le cas de l'hélicoptère d'un hôpital pour transporter un blessé grave, bien évidemment, il va y avoir une intensité carbone assez importante, mais on est sur une priorité vitale. À l'opposé, on va avoir le loisir qui est, par exemple, de faire du parapente, qui n'est absolument pas une priorité vitale, qui va dépendre en fait des choix de chacun, mais qui a une intensité carbone relativement faible. Et puis, on va avoir des activités, de prendre l'hélicoptère uniquement, soit pour faire des baptêmes de l'air ou pour se déplacer autrement que dans des transports plus conventionnels, qui vont à la fois être des besoins de convenance et très carbonés, et les questions vont se poser clairement sur ce type d'activité et surtout sur leur pérennité en fait dans les années à venir. Donc, dans un monde où l'énergie carbonée doit être restreinte et limitée, en fait, la question va se poser de comment gérer la pénurie et en particulier, comment va se faire le partage entre tous de cette énergie. Typiquement, on va parler de rationnement, par exemple, en 1941 aux États-Unis, rationnement de l'essence pour réserver la disponibilité de cette essence à la défense nationale. Cette hiérarchisation des besoins, on l'a vu très vite se mettre en place au niveau de la société pendant la pandémie, et il est absolument certain que face aux enjeux climatiques et, comme le disait Régis, aussi à la raréfaction même de la disponibilité, notamment de tout ce qui est produits pétroliers, il y aura une hiérarchisation des besoins dans le futur. Et la question qui se posera, c'est puisqu'il faudra prioriser, si on décarbone par exemple les carburants en faisant des biocarburants, est-ce que ces biocarburants devront faire voyager des avions pour le tourisme, ou est-ce qu'il faudra réserver leurs usages pour les ambulances et les services publics? C'est vraiment cette question qui va définir en fait le modèle économique pour la suite de ce siècle. Et si nous ne prenons pas ces décisions maintenant de hiérarchisation des besoins, de toute façon, elles seront prises à un moment, puisqu'il arrivera un moment où le changement climatique sera tel que le coût humain ne sera plus acceptable pour les sociétés. Donc les sociétés prendront à un moment ou à un autre ce type de décision, et c'est vraiment juste une question de temps. Bien évidemment, dans un monde où on limite aussi donc, les émissions de gaz à effet de serre, mais comme le disait Régis, il y a tout un ensemble de ressources qui sont naturelles, notamment il peut s'attendre à des tensions dans le domaine des métaux, notamment les métaux rares, etc. Une autre manière de gérer la pénurie, c'est aussi de faire autant d'activités, mais avec moins d'énergie, moins de matière. Et c'est l'exemple qui était donné par BioX, c'est l'efficience. Et on va avoir le même résultat en minimisant les moyens. Et c'est une manière aussi d'augmenter finalement la part du gâteau, hein, puisque on fait plus avec moins. Donc, dans l'entreprise, cette efficience, elle va se penser à la fois du côté de la sobriété et puis se penser avec des sources, alors matières premières et énergie, qui font appel à du renouvelable. Donc, la sobriété pour la réduction des intrants. On peut penser aussi à l'efficience en termes d'optimisation des process, et puis le renouvelable avec des changements même de sources d'énergie, mais aussi sources de matières premières. Pour la sobriété commerciale, Régis, je te rends la main. Ouais.
OK. Voilà. Alors, effectivement, donc en fait, sobriété commerciale. Qu'est-ce que l'on appelle sobriété commerciale? En fait, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour apporter une utilité, donc un service ou un produit qui répond à un besoin avec une empreinte carbone qui soit parcimonieuse, c'est-à-dire optimisée et si possible réduite au minimum. Donc le principe, c'est de replacer le client au centre de la stratégie de décarbonation de l'entreprise. L'entreprise est là pour apporter, in fine, un service, un produit à un client. Et donc, effectivement, il faut apporter ce service ou ce produit de la manière la moins carbonée possible. Et donc, c'est de répondre aussi, donc, dans ce contexte-là, aux attentes des clients de demain qui vont être demandeurs de produits décarbonés. Alors, sur cette notion de sobriété commerciale, donc on va vendre de l'utilité et ça va passer par, d'une part, du conseil, donc informer sur le contenu en carbone, faire des préconisations climatiques. Informer sur le contenu en carbone, c'est ce que fait l'exemple tout à l'heure, Sivrak, par son affichage des kilos de CO2 de l'installation en projet dans le devis. Donc ça, c'est un levier qui permet aussi de sensibiliser les clients sur ce sujet-là. Sur la notion de service, eh bien, effectivement, c'est de passer peut-être, pour le coup, c'est ce qu'on appelle aussi l'économie de la fonctionnalité, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi, par exemple, ce que fait l'entreprise d'Almar, de rénover en fait des produits qui ont déjà servi pour en refaire des produits, j'allais dire à nouveau neuf, mais donc des produits rénovés. C'est donc de la mise à niveau d'installation. Donc ça, c'est du service, et c'est aussi prolonger, quand on le peut, la durée de vie des équipements ou du matériel ou des produits du client. Voilà. L'innovation, donc disposer de nouveaux services qui soient moins carbonés. Et puis, évidemment, c'est utile de le dire aussi, l'honnêteté des pratiques, c'est-à-dire l'obsolescence programmée, ça ne colle pas avec la décarbonation, des publicités qui incitent à la surconsommation avec le 12e, le 13e à la douzaine, c'est de la quantité supplémentaire qui ne sert pas forcément au client et donc c'est pas obligatoirement conforme avec une stratégie de sobriété et donc de décarbonation de la consommation. Donc voilà, ce sont les principaux leviers. Alors, également, dans la petite rosace que nous a présentée au départ, donc on a vu qu'il y avait cette notion d'une part, donc effectivement, d'utilité carbone, le ratio utilité carbone, pour repenser la vision de l'entreprise dans ce cadre-là, la notion d'efficience pour améliorer les process de l'entreprise et donc émettre moins de gaz à effet de serre in fine, la notion de sobriété commerciale, donc on pense, on a une vision orientée client de la décarbonation pour apporter une utilité la moins carbonée possible aux clients. Et puis, eh bien, il y a deux autres axes qui sont la rétribution décarbonée et l'équité. Eh bien, tout simplement parce que dans un monde où nous devons réduire notre consommation et nos émissions de gaz à effet de serre, mettre en place des modes de rétribution qui incitent à une vie sobre, c'est nécessaire. Et être équitable dans l'entreprise comme être équitable dans la société, ça sera nécessaire. On ne va pas pouvoir demander aux uns de réduire leur empreinte carbone quand c'est compliqué de se rendre au travail autrement qu'en voiture, par exemple, sans que dans la même entreprise, d'autres ne montrent pas aussi l'exemple dans leur mode de vie, pas que dans l'entreprise, dans le mode de vie perso, dans la façon d'être, pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Dit autrement, dans une entreprise, si on met en place un plan de mobilité pour inciter les gens à prendre le vélo, et que les cadres et les dirigeants continuent à venir tous les matins étaler leur SUV sur le parking, forcément, ça ne marche pas forcément super bien, quoi. L'exemple, il doit venir aussi de la direction de l'entreprise. Et alors, du coup, ce sont aussi des leviers de résilience, hein, c'est-à-dire que demain, une entreprise dont les gens ont un mode de vie moins carboné, elle sera aussi moins sensible au choc que des entreprises dont les gens ont un mode de vie carboné. Alors, ça veut dire repenser les attentes de ceux qui tirent leur subsistance de l'entreprise, réduire l'empreinte de carbone de la communauté humaine. Donc, voilà, c'est d'un côté cette notion de rétribution décarbonée. Alors, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? Dans la rétribution décarbonée, il y a d'une part
évidemment, dans une rétribution, il y a la notion de salaire qui, là, pour le coup, évidemment, c'est de l'ordre du droit du travail, c'est de l'ordre de la convention collective. Donc, il ne s'agit pas de ça, mais par contre, il s'agit de ce qui va autour. On peut parler des véhicules de fonction, on peut parler de l'épargne salariale, on peut parler des cadeaux de fin d'année, on peut parler de la formation que l'entreprise apporte à ses salariés. On peut parler aussi de mettre, par exemple, je sais pas, une entreprise peut proposer à ses salariés de prendre une journée par an, par exemple, payée par l'entreprise pour la mettre à disposition d'une association. Bref, il y a plein de moyens d'apporter de la rétribution qui soit décarbonée. Et donc, c'est aussi aux entreprises, chacune en fonction de leur contexte, de trouver le bon angle d'attaque et le bon équilibre. L'équité, on l'a évoqué, hein, c'est que réduire l'empreinte carbone, c'est se serrer la ceinture. Et évidemment, sans équité, ça marchera forcément beaucoup moins bien. Voilà. Alors, les accompagnements carbonétiques. Donc là, je repasse à nouveau la parole à Olivier. Qui va partager, j'espère, cette fois-ci le bon écran. C'est bon? C'est parfait. Alors, donc un petit mot avant de reprendre ces accompagnements. Donc, comme Régis et moi vous l'avons dit auparavant, l'enjeu est vraiment de transformer les entreprises pour les pérenniser. Dans un monde bas carbone, les entreprises d'aujourd'hui ne seront pas forcément adaptées et le but du jeu, et je pense que surtout quand on s'adresse à des TPE et des PME pour lesquels très souvent en fait le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise est extrêmement attaché à la survie de cette entreprise, en tout cas les retours que nous avons très régulièrement, eh bien, il va falloir accepter de les faire évoluer pour qu'elles continuent à exister. Et donc, on le fait au travers effectivement de notre expertise propre sur les enjeux de carbone, de consommation d'énergie, mais aussi en montant en compétence les équipes qui sont formées, puisque c'est une réflexion qui se fera de plus en plus dans l'entreprise. Et donc, il y a des enjeux de formation, voire même pour montrer que l'entreprise s'est réellement engagée dans quelque chose de significatif et dans un chemin de décarbonation, une certification de ce niveau d'engagement à partir de l'année prochaine. Alors, nous avons plusieurs niveaux d'accompagnement. Le premier niveau qui est vraiment en fait le fait de mettre le pied à l'étrier, qui s'appelle le Carbon Watcher, est pensé vraiment pour les entreprises qui débutent tout juste ce cheminement, parce que c'est vraiment un cheminement intellectuel assez important, remise en question assez importante aussi, et de le faire de la manière la plus flexible possible. C'est-à-dire que tout l'apport de connaissances sur le changement climatique et puis ses conséquences sur l'entreprise se fait par un e-learning que nous avons réalisé avec Régis, ce qui permet de s'adapter en fait à la vie du dirigeant, d'être flexible dans le moment où il va suivre ce e-learning et d'avoir quelque chose de très synthétique. Ensuite, on va avoir une journée en direct dans l'entreprise d'évaluation carbone. Donc là, on va utiliser des outils simplifiés, pas un bilan carbone complet de l'association Bilan Carbone, même si les calculs sont basés exactement sur les mêmes bases de données, mais quelque chose de simplifié pour, en une journée, avoir les grandes masses. Parce que on a très très vite, en fait, quand on se penche dans l'activité d'une entreprise, les grandes masses qui se dessinent. Et donc, si les grandes masses se dessinent, les principaux leviers d'action se dessinent aussi. Et puis, une journée qui va cette fois-ci se faire en groupe sur des cas pratiques de personnes qui acceptent en fait d'utiliser leur entreprise comme cas pratique, cas d'étude dans le groupe de réflexion et qui permet en fait de partager ses réflexions, partager ses ressentis, ce qui peut manquer, et puis les bonnes idées d'action. Et comme tout ceci se fait avec une idée de formation et de montée en compétences, cet accompagnement a la qualification Calliope et donc permet une prise en charge
qui va dépendre en fait des domaines de compétences et puis de la région, mais qui peut aller jusqu'à 70% de cette offre par votre opco. Le deuxième niveau, c'est un engagement bien plus complet sur un accompagnement sur toute une année où on va approfondir cette montée en compétences grâce à la formation. On va passer beaucoup plus de temps sur la quantification des émissions et puis les groupes de travail porteront donc sur des actions de réduction, mais on viendra aussi questionner la stratégie de transformation des entreprises et donc mettre en parallèle les stratégies des uns et des autres, toujours dans cette idée d'émulation, d'avoir aussi une espèce de responsabilité en étant dans un membre d'un groupe, d'augmenter cette volonté de transformation pour avoir une démarche plus complète et des outils qui sont adaptés donc aux TPE et PME, sachant qu'au sein de Carbonétique, nous avons donc plusieurs consultants qui sont à la fois prestataires bilan carbone, donc le vrai bilan carbone de l'association de bilan carbone, si jamais par exemple des clients vous demandaient d'être vraiment très exhaustifs dans la comptabilisation de vos émissions. Il faut savoir qu'à partir de ces dernières semaines, il y a une subvention de la BPI sur une action qui s'appelle donc le DIAC Décarbone Action. Et donc, pour les PME de moins de 250 personnes, il y a 60% du bilan carbone qui est pris en charge, 40% si l'entreprise est sur une taille intermédiaire entre 250 et 500 personnes. Et pour l'accompagnement stratégique, cette fois-ci, c'est un outil de l'ADEME qui est aussi connu par les experts de Carbonétique, avec typiquement l'accompagnement acte pas à pas, qui est vraiment une réflexion complète sur la stratégie de l'entreprise et qui, elle aussi, peut faire l'objet de subventions ADEME. Et c'était le point final de cette présentation. Merci Gaël pour le petit rappel au niveau du timing. On est pile à l'heure. Donc, dans le cours de la discussion, en fait, j'ai répondu par écrit aux questions qui venaient. On a une question spécifique sur comment amener des grands groupes qui se soucient peu de leur empreinte carbone à faire cette transition vers des matériaux plus durables. Alors ça mériterait, j'avais commencé à taper la réponse, mais je vais le faire à l'oral, ça mériterait une très longue discussion, Katinka, alors typiquement parce que je viens du domaine de l'isolation et donc on pourrait largement discuter de la durabilité sur les matériaux biosourcés, mais surtout Starbucks traîne une image qui est déjà pas très positive et le fait de ne pas se soucier de leur empreinte carbone de plus en plus va poser problème à ces groupes, ce qui fait qu'ils n'auront pas beaucoup de choix que de s'y mettre sur, ne serait-ce que pour leur image d'entreprise. Et on a aussi une question, une question de Eric Chrétiano sur est-ce qu'on laisserait le marché régulier en fait cette priorisation des usages et des matériaux qui doit réguler, c'est une bonne question. Ouais. La question est surtout d'abord d'avoir les chiffres pour avoir des éléments objectifs pour faire cette régulation. Je te laisse compléter, Régis. Tu voulais… Ouais, enfin, en fait, bon, nous, à notre échelle, évidemment, savoir si est-ce que c'est le marché qui doit réguler ou est-ce que l'État devrait s'en mêler. Je ne… Là-dessus, on est
En tant que citoyen, on peut apporter une réponse. En tant que professionnel, ce qu'on peut apporter comme réponse, c'est qu'on accompagne des entreprises. Donc déjà, celles qu'on accompagne, on va les accompagner dans cette direction-là. Là où le marché peut quand même faire des choses, c'est que, même s'il ne remplacera pas l'État, c'est que si les consommateurs, en fait, dans les entreprises qui travaillent, il y a des consommateurs qui, derrière, on n'est pas d'un côté un professionnel et de l'autre un consommateur, on est une seule personne. Et donc, par notre consommation, je pense qu'on peut aussi faire changer les choses. Et ça répond aussi à la question précédente. Carrefour, Starbucks, oui, tant que les clients continuent à aller dans ces enseignes, il n'y a pas de problème. Maintenant, de plus en plus d'entreprises dans des TPE, PME commencent à afficher et à faire un vrai travail de transparence sur leur empreinte carbone, sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment que derrière, ceux qui ne sont pas dans ces démarches-là devront s'y mettre, quoi. Parce que le consommateur, derrière, lui, qui n'est pas qu'un consommateur, qui est aussi un citoyen, en fait, il va prendre en compte le côté carbone dans sa façon de consommer. Voilà. Ok, merci à tous les deux. Je te propose, Régis, d'avoir eu le mot de la fin, du coup. Merci à nos participants aussi pour vos interactions dans le chat, vos questions, vos rebondissements.